Eh bien, bonjour à toutes et tous et merci de votre présence. Good morning, ladies and gentlemen. Good afternoon. Translation is available if you click on the left on your screen so you can follow our debates on special marine protected area. Mais nous allons continuer ce rendez-vous du Plan Bleu en langue française en remerciant très vivement nos participants d'être là et en particulier Clément Lavigne, directeur de la politique des océans de l'Institut océanographique de Monaco, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être là pour partager le savoir accumulé dans l'Institut sur les aires marines protégées, et puis nos intervenants internes au Plan Bleu, en particulier le docteur Constantin Sakas, notre chef économiste, ainsi que Antoine Lafitte, qui est notre directeur de l'Observatoire de la Méditerranée. Et ensemble, on va essayer de vous donner un peu l'état de l'art sur les aires marines protégées et aussi de justifier la protection de ces aires marines protégées. Juste pour quelques mots de contextualisation, vous savez que notre dernier numéro des Rendez-vous du Plan Bleu était consacré aux zones humides. On l'avait fait en partenariat avec la Tour de Vala, qui est la haute main sur la Convention de Ramsar. On va jusqu'au bout de la logique de protection de la biodiversité terrestre et marine aujourd'hui avec l'Institut océanographique de Monaco. Cette réflexion, elle arrive dans un contexte qui est chargé en termes de droit international de l'environnement, puisqu'on est évidemment dans le sillage de la COP15 de la Convention sur la diversité biologique de décembre 2022, qui vise à protéger 30% des espaces terrestres et 30% des espaces maritimes d'ici 2030. Le mois dernier, la directive européenne de restauration de la nature a été adoptée, j'allais dire in extremis, mais elle traduit en droit interne européen ces objectifs. Et puis au niveau national, c'est important aussi, on a la révision de la stratégie nationale mer et littoral avec un plan assez ambitieux d'une stratégie nationale d'air protégée. Mais au-delà des arguments juridiques, maintenant, il faut trouver les arguments qui vont toucher les acteurs et qui vont faire qu'on va progresser concrètement, au-delà de ce que dit le droit, sur le terrain de la couverture des aires marines protégées. Et c'est à cet effet qu'on a sollicité l'Institut océanographique, qui sont grands spécialistes depuis leur naissance de ces questions-là. Ils ont la légitimité, la crédibilité scientifique et l'autorité morale de nous instruire de la question. Et puis après, on passera sur des arguments plus socio-économiques. On verra les études socio-économiques sur quelques aires marines protégées que nous avons réalisées. En remerciant au passage l'Office français de la biodiversité, qui a été un partenaire clé, un financeur très important de l'étude qu'on va vous présenter. Mais place à l'émerveillement, place à l'Institut océanographique de Monaco, place à Clément Lavigne. Merci beaucoup pour cette introduction très flatteuse. Donc, effectivement, je m'appelle Clément Lavigne, je suis directeur de la politique de l'océan à l'Institut océanographique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut océanographique, il a été fondé en 1906. Il consiste en deux établissements, la Maison de l'Océan, basée à Paris, et puis le musée océanographique qui est basé à Monaco. On va prendre tout de suite la slide suivante, qui est le slide de plan de mon intervention, qui est assez classique. En fait, je vais vous présenter quelques éléments de contexte, finalement, autour de cette thématique des aires marines protégées, avec un état des lieux de la situation en Méditerranée. Je vais vous donner quelques éclairages sur ce que sont les principaux enjeux et freins des aires marines protégées, et puis je vais finir par quelques mots du programme de l'Institut océanographique de Monaco, spécifiquement sur cette thématique des aires marines protégées, programme Méditerranée qui va être lancé en vue de promouvoir l'atteinte de l'objectif 30-30. Slide suivant. Assez classiquement, et comme l'a rappelé Robin Debron, la thématique des aires marines protégées est bien sûr une thématique qui est connue, c'est une thématique qui a eu l'occasion d'être débattue à de très nombreuses reprises, et l'environnement réglementaire, ou en tout cas il y a eu une maturité qui s'est produite au niveau de l'océan et au niveau des ambitions océaniques. Et cette maturité, je trouve qu'elle a été matérialisée par l'accord de Kunming-Montréal, qui effectivement a été
a été pris dans le cadre de la COP15, de la Convention sur la diversité biologique, qui a eu lieu en novembre 2022. Et puis, cet accord, finalement, il a formalisé un certain nombre d'ambitions dans le domaine de la protection du milieu et de la biodiversité. Et notamment, il y a une cible qui est la cible numéro 3, qui concerne l'atteinte d'un objectif de 30% d'aires marines protégées, ou plutôt de zones sous protection effective en 2030. Alors, cette question des zones sous protection effective, elle est importante parce qu'on peut atteindre un objectif comparable de différentes façons. Et évidemment que les aires marines protégées, Marine Protected Areas en anglais, MPA, c'est une façon importante finalement d'arriver à définir et d'arriver à encadrer la façon dont certains espaces marins ou maritimes sont utilisés. Et typiquement, les niveaux de protection ont fait l'objet d'un certain nombre de discussions, d'un certain nombre de présentations. Et ces niveaux de protection, on peut les qualifier dans un ordre croissant de la manière suivante. Le premier, le niveau 0, c'est bien sûr que l'ensemble du milieu soit considéré d'une manière homogène. Si derrière, on cherche à commencer à individualiser, à spécialiser certaines zones, on peut évoquer le fait que dans une zone particulière, il y a une biodiversité spécifique. Et on voit parfois le fait que certaines aires marines protégées, qui en fait ne sont pas encore à ce moment-là véritablement définies en tant que telles, sont des zones particulières à protéger. Après, j'ai tendance à dire qu'on voit certaines zones qui font l'objet d'un tracé sur une carte, un pointillé sur une carte. Effectivement, dans cette zone spécifique, on pense qu'il est important de protéger le milieu. En réalité, malgré tout, ce pointillé, bien sûr, il ne protège pas du tout. Et si on s'arrête à ce niveau-là, en réalité, on est plutôt dans la situation d'une aire marine que moi je qualifie de papier, c'est-à-dire que ce sont des principes, mais c'est rien d'autre que des principes. Une fois que cette aire marine elle a été délimitée, si on veut aller un peu plus loin, il faut faire savoir que cette zone-là est une zone particulière et il est nécessaire de prendre des mesures pour protéger cette zone. Maintenant, ces mesures, comment est-ce qu'on les définit? On peut les définir au travers d'un règlement. Et là, on monte progressivement dans le niveau de protection finalement de la zone en question. Ce règlement, il va nécessiter de la concertation, il va avoir besoin d'être discuté avec un certain nombre de parties prenantes. Et ce règlement, finalement, il va établir qu'il est possible de pratiquer des activités extractives ou que c'est interdit, que des activités récréatives sont autorisées ou ne sont pas autorisées, que au-delà de ça, on peut dans certains cas interdire absolument toute activité dans la zone. Et ce règlement, c'est bien de le mettre en place, mais sans une police, sans une application effective de cette réglementation, finalement, il peut être relativement peu efficace. Et donc là, on monte à un niveau supérieur de protection, de mon point de vue, c'est quand effectivement on a des rangers, on a des bateaux, on a des moyens pour s'assurer que le règlement qui a été défini et qui décrit les règles d'utilisation de cet espace, que ce règlement-là, il est effectivement mis en œuvre. Et puis, évidemment, l'aire marine protégée, il faut aussi qu'elle soit suivie, il faut aussi qu'il y ait un monitoring qui soit fait du milieu pour vérifier si les mesures qui ont été prises, si les règlements qui a été défini, il permet une récupération du milieu ou si au contraire, le règlement est trop faible ou sa mise en œuvre est trop faible. Et donc, en réalité, s'il n'y a pas d'amélioration de la situation en termes de protection du milieu et de la biodiversité dans une zone particulière. Une autre façon, finalement, de protéger le milieu, ça peut être non pas au travers d'une marine protégée, mais ce que les Anglais appellent les OECM, Other Effective Conservation Measures. En français, c'est d'autres mesures de conservation efficaces. Et en fait, il y a un certain nombre de pratiques qui existent et qui peuvent permettre aussi de protéger le milieu, non pas avec une motivation initiale qui est une motivation de conservation, mais de la biodiversité, mais le résultat est le même. Par exemple,
certaines zones qui sont des zones archéologiques dans lesquelles il n'est pas possible d'ancrer son bateau et dans lesquelles il n'est pas possible de pêcher, dans lesquelles des zones qui sont préservées. Ça peut être une autre façon finalement de conserver le milieu. Et un travail très, très poussé a été fait autour de cette qualification des zones et de la mesure finalement du niveau de protection des zones dans un document qui s'appelle le MPA Guide, qui a été fait entre autres avec le CRIOB, avec l'IUCN, avec WWF, avec un certain nombre d'autres organisations. Et ce MPA Guide, c'est vraiment un document dont je recommande la lecture à tout le monde, parce que ça permet finalement, en répondant à une série de questions, d'arriver à comprendre le niveau de protection d'une zone particulière. De la même façon, un document est en cours autour des OECM et j'ai bon espoir qu'un OECM Guide soit aussi publié. Je n'ai pas la date exacte de publication, mais je pense dans les 6 mois qui viennent à peu près. Je vous propose de passer au slide suivant. Donc après, si on regarde la situation en Méditerranée, je m'appuie sur une carte qui est fournie par le MEDPlan, hein, qui établit un état des lieux de la situation en Méditerranée. Et on peut voir qu'aujourd'hui, seulement 8,33% de la Méditerranée est sous statut de protection, et que quand on s'intéresse de manière un peu plus fine, donc ça c'est une carte aussi que vous trouverez sur Mapamed, en fait, qui est un site du MEDPlan. Et ça vous permettra après de creuser, si vous le souhaitez, de manière un peu plus fine pour vérifier quelles sont les zones et quel est le niveau de protection des différentes zones. Mais d'une manière générale, sur les 8,33%, on peut voir que 0,04% seulement sont sous protection forte. Et on a bien vu que pour espérer avoir un impact sur la biodiversité, avoir un effet bénéfique, eh bien, il est nécessaire d'avoir un niveau de protection qui est élevé. Et donc, d'une certaine manière, il y a beaucoup des zones qui aujourd'hui sont délimitées comme des aires marines protégées, qui en réalité ne délivrent pas de services en termes de protection pour la biodiversité. L'autre point qui est important, c'est qu'on voit bien sur cette carte qu'il y a un très fort déséquilibre entre, d'une part, la côte nord de la Méditerranée et d'autre part la côte sud, et de plus qu'une grande partie des zones qui sont définies comme des zones sous statut de protection sont dans la Méditerranée occidentale. Et donc, il y a encore beaucoup de chemin, à la fois pour chercher à atteindre le 30-30, ce 30% d'aires marines protégées en 2030, mais aussi pour avoir des zones qui sont sous protection forte et qui seront susceptibles de délivrer des niveaux de protection qui sont adéquats pour permettre la récupération du milieu et une préservation de la biodiversité. Je ne veux pas re-rentrer dans le détail des menaces qui pèsent aujourd'hui sur la Méditerranée, mais on sait bien qu'elle est soumise au réchauffement climatique d'une manière particulièrement importante, qu'il y a une activité de pêche qui est très importante aussi, et puis il y a une pression qui est liée à la pollution. Donc il y a aujourd'hui un certain nombre de menaces et de pressions sur la Méditerranée, sans parler des espèces invasives. Mais en tout cas, il y a bien des pressions sur la Méditerranée, et donc les aires marines protégées sont particulièrement importantes, et je vous propose de passer au slide suivant. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, l'un des premiers enjeux par rapport à ces aires marines protégées, c'est bien ces enjeux de mise en œuvre qui doivent être à la fois effective et contrôlée. On comprend bien que cette mise en œuvre, elle est souvent bien difficile, et elle est dépendante à la fois de la capacité qu'on peut avoir à vérifier son respect, mais aussi à une acceptation générale des utilisateurs du milieu. Comme vous le savez bien, il existe aujourd'hui des usages qui sont historiques de la Méditerranée. La Méditerranée appartenait sans doute d'abord aux commerçants ou aux pêcheurs, et puis progressivement, il y a un certain nombre d'autres usages qui se sont développés. Ces usages, ils vont croissant parce qu'il y a l'enjeu des énergies marines renouvelables, il y a des routes maritimes qui sont de plus en plus fréquentes, il y a aussi l'enjeu des ferries, et puis il y a un tourisme qui se développe, un tourisme côtier qui se développe. Et donc, il est absolument essentiel
lorsqu'on va chercher à construire et à définir des aires marines protégées, il est essentiel de s'assurer que l'ensemble des parties prenantes, d'une part, ont été consultées, et d'autre part, dans toute la mesure du possible, qu'un consensus a été construit de l'utilisation et la définition, finalement, des aires marines protégées. Parce que venir de Paris et puis dire eh ben, on va bloquer tout accès dans cette zone-là, etc., c'est absolument pas quelque chose qui est envisageable. Mais ce qui est vrai en France, c'est vrai dans d'autres parties du monde aussi, et ce d'autant plus qu'il n'existe pas toujours les financements nécessaires pour avoir derrière des gardes, pour avoir derrière éventuellement des programmes de compensation pour des pêcheurs qui pourraient, de manière temporaire, avoir l'impossibilité de, enfin, qui pourraient avoir des pertes du fait de l'impossibilité d'avoir accès à certains terrains de pêche traditionnels. Et une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, on sait bien que les aires marines protégées vont être en mesure d'apporter des bénéfices, mais ces bénéfices qui sont bien connus des scientifiques, ils sont parfois assez difficiles à mesurer, ils sont parfois assez difficiles à expliquer aux parties prenantes, et je vais laisser M. Tsakas nous en parler de manière plus détaillée lors de sa présentation, puisque c'est bien l'objet d'une partie de son intervention. Pour continuer ma présentation, je veux bien passer au slide suivant, s'il vous plaît. Dans ce contexte-là, l'Institut océanographique s'est interrogé sur les programmes qu'il met en œuvre, et il est arrivé à la conclusion, alors aujourd'hui nous avons un programme sur le monde polaire, et l'Institut est arrivé à la conclusion qu'il était désormais nécessaire et opportun de lancer un nouveau programme autour de cet objectif 30-30 pour essayer de voir comment, au travers de différentes actions qu'il met en œuvre, soit à l'intérieur du musée, soit en relation avec les parties prenantes, il pouvait contribuer finalement à approcher cet objectif 30-30. Alors on sait bien que cet objectif 30-30, 30% de la marine protégée en 2030, c'est un objectif qui est extrêmement ambitieux. Alors, on a en tête que tous les pays qui sont autour de la Méditerranée ont signé Coming Montréal, se sont exprimés et donc se sont engagés en faveur de ce 30-30, mais en réalité, c'est un objectif qui est extrêmement ambitieux. Et pour essayer de faire progresser cet objectif, l'Institut océanographique a lancé un certain nombre de programmes. Le premier programme est un programme qui est développé avec la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, la FRB, et ce programme va consister en la réalisation d'une analyse finalement bibliographique, alors à la fois bibliographie académique et puis littérature grise, de ce que sont les principaux freins à la création de l'AMP. On sait bien, on voit bien que malgré les efforts qui ont été conduits depuis de très nombreuses années, on est aujourd'hui à 8% et que dans ces 8%, il n'y a que 0,04% qui sont effectivement protégés. Comment est-ce que finalement on peut arriver à définir d'une manière plus précise ce que sont les freins, on les ressent un petit peu, mais au-delà des freins, ce que pourraient être les moyens à mettre en œuvre? Est-ce que c'est purement un enjeu financier? Est-ce que c'est juste un problème, il n'y a pas assez d'argent qui contribue au soutien des AMP? Est-ce que c'est un problème de gouvernance? Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est un problème de concertation? Je pense qu'il y a un certain nombre de ces leviers-là, et j'ai envie de dire que l'une des premières choses que nous trouverons probablement, on est en train de lancer l'étude, hein, la réunion de lancement aura lieu le 3 juillet, mais je peux déjà pressentir que l'un des enjeux sera probablement que les réponses ne sont pas les mêmes dans toutes les parties de la Méditerranée. Peut-être que la réponse qu'on pourra apporter en Méditerranée occidentale sera différente de la réponse en mer Adriatique, en Méditerranée centrale ou en Méditerranée orientale. Et donc, l'un des enjeux de cette étude, ce sera d'arriver à construire finalement un consensus scientifique sur ce que peuvent être les enjeux, et derrière, arriver surtout à définir un programme sur la manière qui pourrait exister d'arriver à lever certains de ces freins et d'arriver à favoriser finalement la création d'aires marines protégées. L'Institut va aussi lancer une nouvelle exposition sur la Méditerranée avec plus spécifiquement un espace d'engagement à destination de ces visiteurs, de ces 650 000 visiteurs par an, pour essayer de finalement avoir des visiteurs qui sortent du musée de manière un peu différente de ceux qui y sont rentrés. C'est-à-dire
des visiteurs qui ont compris qu'il existait des moyens finalement pour eux de réduire leur empreinte sur l'océan, mais aussi de contribuer, de faciliter la création d'AMP, peut-être au travers de leur prise de parole, peut-être au travers d'un respect qui pourrait avoir des règles là où elles existent. Il y a un certain nombre de leviers qui existent. Et cet engagement à destination des visiteurs, c'est aussi d'ailleurs l'objet de la dernière ligne de mon slide, c'est aussi l'objet d'une initiative qui est en train d'être lancée de fédérer les aquariums et musées de la Méditerranée pour non pas toucher les 650 000 visiteurs du musée, mais toucher peut-être les 6 millions ou peut-être à terme, pourquoi pas, les 30 millions de visiteurs qui tous les ans rentrent dans un musée ou dans un aquarium autour de la Méditerranée, de manière à bien avoir cet effet de synergie et un discours homogène autour de ce qui peut être fait pour aller plus loin sur la thématique des aires marines protégées. Il y aura après une refonte de l'aile Méditerranée de l'aquarium de Monaco. Et si je cite cet élément, c'est parce qu'en fait, la volonté, ça va être encore une fois de pas seulement présenter des spécimens vivants, des poissons, des invertébrés, mais plutôt de présenter les menaces qui pèsent sur différents écosystèmes dans lesquels évoluent ces espèces-là, de manière à pouvoir là aussi travailler sur une réduction des menaces. Un certain nombre de missions des explorations de Monaco vont avoir lieu. Ces missions, elles auront une dimension scientifique, diplomatique et aussi de plaidoyer, encore une fois, pour autour, dans différents pays de la Méditerranée, aller porter la thématique des aires marines protégées. Et puis enfin, il y aura un programme autour d'un centre de soins qu'on a au niveau de l'Institut. Donc, ce qu'on voit au travers de ces différents slides, finalement, c'est qu'il existe aujourd'hui une situation qui est contrastée, mais globalement pas très satisfaisante pour ce qui concerne les aires marines protégées en Méditerranée, qu'il existe un grand déficit par rapport à l'objectif 30-30, que là où certaines zones ont été délimitées ou définies, elles ne délivrent pas forcément, pas nécessairement les besoins en termes de protection, et donc il est nécessaire d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut convaincre les scientifiques, il faut convaincre le grand public, les politiques, mais il faut aussi que l'ensemble du public soit engagé vers cet objectif général. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous présenter. Bien évidemment, la science a un rôle très important pour arriver à porter ce message. Merci beaucoup, Clément. C'était très illustratif de l'engagement nécessaire maintenant pour passer du droit à la réalité, si je puis dire. Sachez que Clément Lavigne, donc, qui est évidemment très pris, et merci du temps que tu nous as consacré, va devoir nous quitter, mais on a réservé un temps avec Antoine Lafitte, le directeur de l'Observatoire de la Méditerranée, pour approfondir et voir la situation plus finement en France, pour que ça donne des idées à nos auditeurs. En tout cas, merci de nous avoir donné cette vision grand angle, Clément, et puis de nous avoir dit que c'est aussi l'engagement de chacun à notre mesure, comme citoyen, comme membre d'association, de faire avancer cette cause-là. L'objectif est effectivement très ambitieux. Donc, on a maintenant un système juridique quasi parfait, mais il faut maintenant transformer l'essai, si je puis dire. Bon, merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup, merci. À bientôt. Je suis désolé de ne pas pouvoir rester plus. À bientôt. Au plaisir. Salut. Au revoir. Bien, donc on aura un petit peu de temps après l'exposé de Constantin Tsakas pour faire un point, une carte sur la situation en France, parce que c'est quand même notre territoire de prédilection. Nous, Plan Bleu, on travaille pour toute la Méditerranée, mais on a évidemment une sensibilité particulière pour l'Occitanie, la région PACA ainsi que la Corse. Mais là, on va laisser la parole au docteur Tsakas, qui est économiste. Et après l'émerveillement, le droit, il va nous montrer un petit peu un point sur lequel Clément Lavigne est passé rapidement, comment on mesure l'intérêt socio-économique des aires marines protégées. Et là, il y a toute une technique, c'est assez pointu, donc là, Constantin va nous délivrer sa science, qu'on a appliquée sur 2 territoires, il va nous en dire plus, avec un financement de l'Office culture et biodiversité, très important, qui nous accompagné de cette étude, pour voir un peu quels sont les coûts et les avantages, les coûts et les bénéfices des aires marines protégées. La parole est à toi, Constantin.
Merci beaucoup Robin, merci à tous. Donc comme l'a très bien dit monsieur Lavigne, nous avons une situation contrastée en Méditerranée et donc nous avons besoin d'arguments pour avoir davantage d'AMP. Et les arguments, très fréquemment, peuvent être d'ordre économique. Donc c'est en partant de ce postulat que nous avons eu cette étude du cahier 22 qui s'intitule Évaluation des coûts et bénéfices induits par des mesures de protection dans 2 aires marines protégées françaises, où il s'agissait de mettre en avant l'importance socio-économique des AMP, parce que nous sommes tous bien évidemment conscients du fait qu'une AMP peut avoir un effet particulièrement positif pour la biodiversité, pour la protection des écosystèmes marins, etc. On connaît un petit peu moins l'impact socio-économique dans les secteurs, dans les différentes activités, le tourisme, la pêche, mais aussi d'autres activités. Et donc, c'est ce que l'on a voulu mesurer dans cette étude. Donc, c'est pour ça qu'on distingue d'une part ce qu'on appelle les secteurs économiques d'intérêt collectif, qui sont finalement les intérêts induits par la protection des écosystèmes, c'est-à-dire la mission principale des AMP. Et ensuite, on a une analyse sur les secteurs d'intérêt particulier, c'est-à-dire la pêche, le tourisme, etc., qui nous permet d'avoir cette analyse complémentaire. Concrètement, en ce qui concerne notre approche, alors je ne vais pas trop m'étaler sur la technique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un gros travail préparatoire en amont avec nos partenaires d'Actéo qui nous ont appuyés sur cette étude, où nous avons eu des focus group avec des représentants des 2 aires marines protégées, de Cerbère-Banyuls et de Port-Cros, pour avoir déjà une première pré-identification des impacts pressentis, pour mieux comprendre aussi le contexte historique, le point de départ avant l'instauration des AMP. Ça nous a permis aussi d'obtenir certaines données, bien évidemment, que nous avons complétées après avec des entretiens qualitatifs avec les différentes parties prenantes, les représentants des secteurs économiques dans les 2 AMP. Et parfois, faute de données, nous avons dû compléter avec une certaine revue de la littérature qui nous permettait de traduire d'une certaine manière les bénéfices écosystémiques en valeur monétaire. Donc on a eu ce travail très fin sur plusieurs degrés qui nous a permis d'obtenir une étude finale qui a été discutée après, qui a été rapportée auprès des 2 focus group et validée donc par les 2 aires marines protégées, parce que comme vous l'avez souligné, Robin, ainsi que M. Lavigne, c'est très important d'avoir un consensus et une participation des différentes parties prenantes. Alors, vous l'avez dit, les études de cas concernent Cerbère-Banyuls, qui est une aire marine protégée d'une superficie de 650 hectares, qui concerne différents secteurs, qui n'avaient pas de protection avant 1974, ainsi que Port-Cros, qui est d'une plus grande superficie, avec des secteurs qui englobent le tourisme, la pêche, mais aussi le transport maritime, et qui a renforcé récemment ces mesures de protection des écosystèmes marins. Comme l'a dit M. Lavigne, parfois il est difficile de quantifier les bénéfices. Il est en effet plus simple de quantifier les coûts, parce que les coûts finalement, ils peuvent concerner des coûts fixes, c'est-à-dire tous les coûts de la mise en place de l'infrastructure de l'AMP. Ils se retrouvent dans les budgets des aires marines protégées. Les coûts variables concernent les salaires, concernent les frais de gestion. Donc, cela demande bien évidemment un travail relativement exhaustif, mais c'est facile à obtenir. Ensuite, pour les bénéfices, il faut calculer les bénéfices directs, écosystémiques, en utilisant aussi la littérature, mais aussi les bénéfices liés aux différents secteurs de la pêche, en multipliant le volume de ce qui a été pêché par le prix du marché, en calculant aussi le nombre d'entrées touristiques, etc., etc. Donc c'est vraiment un travail minutieux que nous avons accompli. Ce qu'il faut retenir en termes de coûts, c'est que la réserve naturelle de Cerbère-Banyuls coûte à peu près 420 000 € par an. Ça concerne les coûts moyens annuels des actions de gestion. Tandis que le budget annuel du port national de Port-Cros avoisine les 600 000 €, 600 000 € à peu près. Alors, ça peut paraître une somme non négligeable. Cela dit, quand on regarde les bénéfices, on comprend tout de suite quel est l'intérêt d'avoir ce type de dispositif sur le plan économique.
on aperçoit que les impacts positifs, les bénéfices en lien avec la biodiversité et les écosystèmes avoisinent les 20 millions d'euros dans la réserve de Server-la-Newels et les 50 millions d'euros dans le parc national de Port-Cros. Donc, quand par exemple vous protégez la Posidonie, il existe un multiplicateur qui vous montre que les différents services écosystémiques rendus par la Posidonie, c'est-à-dire une meilleure qualité de l'eau, une meilleure séquestration carbone, un meilleur plaisir pour le touriste également d'accéder à ce type de lieu propre, tout cela, ça a une valeur monétaire que nous avons retranscrite dans le cadre des 2 aires marines protégées et qui nous permettent donc d'obtenir ces sommes-là. Notre analyse sur les différents secteurs, donc ce qu'on appelle les intérêts particuliers, nous montre qu'il y a des effets positifs sur la pêche, un peu plus de 30 000 euros par an pour les pêcheurs de Server-la-Newels, entre 21 000 et 76 000 par an pour les pêcheurs de l'AMP de Port-Cros. Donc ça, c'est un effet qui est attribuable particulièrement à la mise en place des AMP, c'est-à-dire concrètement que les mesures qui ont été mises en place avec les différents quotas, avec les différentes restrictions, avec les pratiques de pêche plus durables, ont permis de maintenir d'une certaine manière les stocks de poissons et de lisser d'une certaine façon le revenu des pêcheurs, leur permettant d'avoir un revenu moyen annuel fixe. Par ailleurs, on s'aperçoit qu'il existe aussi des bénéfices pour les pêcheurs de la pêche récréative. On a pu avoir cette analyse, notamment pour Server-la-Newels. De manière générale, pour la pêche, ce que note notre étude, c'est qu'il serait bon d'avoir des recherches additionnelles. On a pu obtenir ces chiffres en ayant aussi quelques entretiens avec des pêcheurs des différentes AMP, mais qui représentent bien évidemment un échantillon. Donc, ça fait partie des choses à approfondir peut-être dans une autre étude, voir quel est l'impact plus précis sur la pêche, comprendre aussi comment différents dispositifs peuvent favoriser une pêche plus durable, etc. En tout cas, les premiers résultats sont positifs et nous avons eu aussi un impact qualitatif positif, c'est-à-dire un ressenti des pêcheurs qui était globalement positif quand on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de la mise en place des différentes mesures. Un impact également positif sur le tourisme, en ce qui concerne l'augmentation du plaisir de la plongée, et aussi une augmentation du nombre de visiteurs et une augmentation des dépenses liées à la présence des touristes, notamment à Port-Cros, qui avoisine les 150 millions d'euros à Port-Cros. Et par ailleurs, on note aussi ce qu'on appelle les bénéfices indirects, c'est-à-dire le bien-être qualitatif issu de l'interaction avec la nature, qui avoisine les 500 millions d'euros par an. Donc voilà, en effectuant cette analyse, on voit clairement que les bénéfices d'une AMP surpassent de loin le coût de l'infrastructure initiale mise en place à Port-Cros et à Server-la-Newels. Donc nos messages clés, c'est que les AMP jouent ce rôle significatif non seulement sur le plan de la protection de la biodiversité, mais aussi sur le plan économique. On note aussi que c'est le résultat d'un ensemble de mesures. Donc, dans une AMP, vous avez différents types de mesures qui sont appliquées. Des mesures de meilleure gestion administrative, une surveillance du site, un suivi météo, des ateliers pédagogiques, des quotas pour la pêche. Donc, c'est cet ensemble de mesures, finalement, qui crée cet écosystème favorable, tant sur le plan de la biodiversité que sur le plan économique. Cela dit, il existe des cas où il y a une mesure en particulier qui sort un petit peu du lot et qui montre des résultats particulièrement tangibles. C'est pour ça que je vais vous montrer dans les deux diapos suivantes les résultats d'une petite étude complémentaire que nous avons effectuée dans le cadre de la zone de mouillage de Bagot. Alors Bagot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une zone qui se trouve à l'intérieur du parc national de Port-Cros et qui souffrait pendant longtemps d'une dégradation de la qualité de la Posidonie. Donc, ce que les autorités du parc national ont décidé, c'était de mettre en place une zone de mouillage, c'est-à-dire concrètement des bouées, ce qu'on appelle les e-buoys, c'est-à-dire des bouées connectées,
qui vous permettent d'attacher votre bateau sans donc déposer votre ancre et abîmer finalement, dégrader la Posidonie, avec aussi des mesures de gestion adaptées, avec un monitoring constant, avec du patrouillage, pour s'assurer que les différents mouilleurs respectent finalement ce qui a été mis en place. Et ce système de bouée écologique a eu un impact particulièrement positif. Donc là aussi, nous avons effectué une analyse coût-bénéfice. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur la méthode, mais c'est pour vous montrer que nous calculons les bénéfices écosystémiques rendus par la Posidonie et nous les traduisons en valeur monétaire pour les inclure dans l'analyse des bénéfices. Donc, tout ce qui concerne la purification de l'eau, tout ce qui concerne l'absorption de carbone, l'oxygénation de l'eau, tout ça est reflété en valeur monétaire. Et nous voyons donc, vous avez la colonne de gauche qui vous montre les coûts, donc le coût initial de l'opération qui était à peu près de 700 000 €, ainsi que les coûts variables, mais aussi les bénéfices. Alors, dans les bénéfices, on a bien évidemment les subventions initiales qui avaient été perçues pour maintenir la semelle de Bagot, ainsi que les bénéfices engendrés par un système d'entrée, parce que quand vous allez amarrer votre bateau à Bagot, vous devez payer une entrée en vous inscrivant sur le site web de Bagot. Selon la taille de votre bateau, vous allez recevoir un certain prix à payer. Et tout cela crée un certain modèle économique qui est viable, surtout si l'on considère aussi les bénéfices écosystémiques qui sont rendus par la protection de la Posidonie. Donc voilà, quelques mots pour la fin. Nous sommes conscients que bien évidemment, il faut approfondir davantage nos études sur la compréhension de l'impact des AMP. Il serait très très utile d'évaluer les retombées indirectes, notamment en termes d'emploi. Quels sont les emplois qui sont induits, quelles sont les spécialisations qui sont générées, comment est-ce que la productivité économique non seulement des parcs, mais aussi des zones annexes et influencées. Par ailleurs, il serait bon d'étudier comment les communautés, comment les industries locales ajustent leurs pratiques. Donc, nous avons pu faire cela un petit peu sur le plan qualitatif en faisant quelques entretiens, mais il serait bon de continuer sur cette voie. Et enfin, avoir une approche comparative entre différentes AMP pourrait éventuellement nous aider à mieux comprendre les différentes pratiques de gestion et éventuellement à voir quel type de gestion est adapté pour tel ou tel contexte. Donc, par exemple, peut-être qu'un certain type d'AMP est plus adapté dans le cadre des régions européennes, tandis qu'un autre pourrait être, par exemple, plus adapté aux pays du Sud. Donc voilà, plusieurs questions sur lesquelles nous nous penchons et nous continuons à travailler sur ce sujet important. Merci. Merci, Dr Stakas, merci, Constantin. Éventuellement, ce que je vous propose, avant d'attaquer la séquence des questions-réponses, c'est que notre directeur de l'Observatoire de la Méditerranée nous fasse un petit point, on va dire, plus quantitatif et surtout cartographique sur les AMP françaises, plus exactement françaises, du bassin méditerranéen, parce que comme vous le savez, la France, elle est présente dans tous les océans du monde, du Pacifique au TAF jusqu'en Atlantique. Est-ce qu'Antoine, tu peux nous donner quelques éclairages quantitatifs et cartographiques, s'il te plaît? Oui, merci. C'est bon, tu m'entends, vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Antoine Lafitte, le directeur de l'Observatoire au Plan Bleu. J'ai travaillé les dernières années sur tout ce qui est gestion intégrée des zones côtières et marines et récemment en charge de l'Observatoire. Alors, l'Observatoire, il sert à quoi? Il sert à évaluer et prendre conscience des paramètres environnementaux et socio-économiques pour illustrer les relations et les tendances de ces relations entre environnement et développement. On a au Plan Bleu la charge du suivi de la mise en œuvre de la stratégie méditerranéenne pour le développement durable. Cette stratégie, c'est quoi? C'est un cadre politique qui se veut intégratif pour tous les stakeholders et qui permet de traduire l'agenda 2030 et les ODD en action mesurables au niveau des pays, au niveau des parties contractantes à la Convention de Barcelone.
Cette stratégie, elle est monitorée, elle est suivie par un jeu d'indicateurs composé de 28 indicateurs. Et parmi ces 28 indicateurs, on retrouve un indicateur, le numéro 7, qui est ni plus ni moins que la carte qui nous a été présentée par Monsieur Lavigne, montrant le pourcentage de couverture de la Méditerranée par des aires marines protégées, donc de l'ensemble de la Méditerranée. Donc les chiffres ont été annoncés par Monsieur Lavigne, je ne vais pas revenir dessus. Il a bien insisté sur le fait que le pourcentage était relativement faible, avec un déséquilibre des disparités nord-sud, avec de l'ordre de 90-95% de ces aires qui sont situées au nord du bassin méditerranéen et qui couvrent entre 8 et 9% de la surface méditerranéenne. Ça représente quand même plus de 1000 aires marines protégées. Donc le problème, c'est qu'il y a une certaine fragmentation de ces espaces, pas forcément une continuité entre ces espaces. On parle de corridors écologiques. Et puis, on retrouve aussi différentes tailles. Il y a des zones extrêmement petites et des zones, à l'inverse, qui sont extrêmement grandes. Par exemple, le sanctuaire Pélagos, qui est un sanctuaire partagé entre 3 États riverains en Méditerranée, couvre une surface très importante. Alors, ce qu'on a fait dans le cadre du suivi de la stratégie Méditerranée pour le développement durable, on a décidé de travailler davantage sur la répartition et l'évolution à la fois dans le temps, dans l'espace et par pays de l'étendue et de la distribution de ces aires marines protégées. Donc le travail est en cours, il a été communiqué auprès du secrétariat de la Convention de Barcelone et il devrait être diffusé prochainement au cours de l'année 2025. On note que certains pays, notamment l'Italie, la Croatie, ont fait des efforts considérables les dernières années pour augmenter à la fois en quantité et en surface les aires marines protégées. Pour ce qui est de la France, on retrouve effectivement des aires marines protégées, parmi lesquelles on retrouve le parc national des Calanques, le parc national de Porquerolles, qui a été évoqué par mon collègue Constantin, sur lequel d'ailleurs on peut mener des études complémentaires socio-économiques. On a montré les bénéfices. Enfin, je pense que les chiffres et les méthodologies qui ont été exposées sont clairs, en espérant maintenant qu'il va y avoir un engouement pour développer davantage ces aires-là et les rendre effectivement gérées, parce que le problème, c'est pas tant la quantité ni la surface, mais c'est effectivement de les rendre gérées. Quand on voit moins d'1% d'entre elles ne sont pas effectivement gérées, le travail qui a été présenté par l'Institut océanographique de Monaco, en ce sens, est fondamental, puisqu'il va permettre d'identifier où sont les gaps. D'un point de vue de gouvernance, de concertation, de financement, je pense qu'il y a des travaux complémentaires qui vont être menés. Je pense aussi au MEDPAN, bien sûr, et à l'OFB, qui vont nous permettre justement de trouver les leviers pour agir vers une meilleure conservation. Donc, j'ai cité le parc national des Calanques, le parc national de Porquerolles. On trouve aussi des sites de Natura 2000 qui sont des zones d'inventaire, par exemple le Cap d'Antibes ou encore les îles de Lérins à Cannes, et aussi des réserves de biosphère UNESCO, comme par exemple la Camargue ou alors encore en Corse. Voilà ce que je pouvais vous apporter comme témoignage. Alors, je vous invite à aussi vous rendre sur l'observatoire du Plan Bleu. Peut-être qu'on pourra mettre le lien dans le chat, peut-être. En tout cas, vous pouvez consulter de manière interactive, une carte méditerranéenne de la répartition de ces différents statuts d'aires marines protégées. Merci. Merci Antoine. Pauline, est-ce que tu peux éventuellement nous projeter la carte là qu'on avait vue tout à l'heure, qui est issue d'ailleurs d'une base de données de l'Office français de la biodiversité? Ça nous permet de visualiser un petit peu l'état, en tout cas la couverture surfacique des AMP en Méditerranée française. Est-ce que tu as ça sous la main, Pauline? Sinon, on peut poser des questions et on fait ça après. Et puis après, on posera les questions, mais au moins, ça permet de donner une carte en appui de ce que vient de dire Antoine. Peut-être partager le micro.
Voilà, la France, globalement, à l'échelle du territoire national français est au-delà des 30% hein, de ces aires marines protégées par le fait qu'en fait, on a une couverture géographique maritime qui est très importante en France. Maintenant, ramener à l'échelle de la Méditerranée, c'est ce que disait Clément, on a sans doute encore des marges de progression pour développer ces ANP. Et puis, j'insiste lourdement, au-delà du cas français, hein, qui nous intéresse au premier chef, mais au-delà, en Méditerranée, l'essentiel des aires marines protégées se situe en réalité sur le bassin nord de la Méditerranée. Et donc, c'est plutôt les pays riverains de l'Union européenne qui se sont dotés d'aires marines protégées. Et on a encore des grosses lacunes, alors que les territoires sont exceptionnels en termes de biodiversité sur le bassin sud. Et là, c'est nos collègues, notamment du SPARAC, qui est un centre d'activité des Nations Unies qui se situe à Tunis, qui ont une vision, j'allais dire, la plus globale de la situation en Méditerranée. Donc voilà, cette carte présentée par Clément Lavigne, on peut prendre celle-là, il y en avait une plus précise de l'Office français de la biodiversité, mais ça nous permet déjà de voir en France un peu où on en est, mais c'est vrai que c'est une petite échelle. Voilà, bon, c'était plutôt la carte OFB. Si tu la retrouves, Pauline, bon, on la mettra. Ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser ouvert le champ des questions. Questions-réponses. Alors, j'ai vu que, Pauline, je te laisse voir, dans le chat, il y avait quelques questions pour Constantin en particulier. Oui, alors pour tous les participants, vous pouvez poser une question dans le chat ou lever la main si on vous ouvrira le micro. Donc, nous avons une première question de Myriam Bensad. Merci beaucoup. Two questions for Constantin Tsakas, please. The first one is, are there specific funding models that can ensure that marine protected areas are also financially sustainable? The second question is, despite their many environmental benefits, MPAs may sometimes be perceived by fishermen as an entrance to their income. If this is the case, are there elements from research that can mitigate this perception? Okay. Thank you, Myriam, for your question. Je peux répondre directement? Okay, so the questions are in English, so I will reply in English as well. Thank you, Miriam. I would say regarding your first one, the funding models are a really important issue because you quite often need to do some convincing vis-a-vis, especially the policy stakeholders. You have to sell them the idea that the marine protected area not only has these biodiversity benefits, but it also makes sense from an economic point of view. So yes, funding models are key. And this is why the example that I gave of Bagot makes sense, because what happened in Bagot, they had an initial subsidy, which was provided by the territorial actors that allowed to cover, let's say, more or less 2/3 of the infrastructure investment that was needed. That's great because it helps you set up put up the buoys, do whatever infrastructure work you need to do, etc. But then, if you want to keep the whole thing afloat, if you want to be able to spend on salaries, if you want to be able to update, to do maintenance for the buoys, you also need to have some revenue. So you need to think of different supplementary, let's say, schemes. And what they did was that they introduced this tariff scheme, where depending on the size of your boat, you register on the website. You can stay for 1 night to 5 nights. So the cost rises exponentially the more you stay, and the bigger your boat. And this allowed, even with just a rate of occupancy of more or less 35%, to cover for the variable costs of the mooring area. So this means, because they put it in place right after COVID, but progressively, when we get back to normalcy, as we do right now, and we have even higher occupancy rates in such marine protected areas, then the benefits are expected to completely outweigh the variable costs. So yes, definitely, you need to have in mind this mixture of initial subsidy, which is always needed. Now, here it was from territorial actors, but we can imagine that it may come from
from international donors, or it can come in the context of European projects, or even the private sector. One can think of different scenarios, but you always need to have some initial subsidy and then also have a follow-up model. With regard to your second question on MPAs and how they are perceived by fishermen, I would say that it depends. Yes, of course, one might say that when you have an MPA, this means that you're going to be more strict with your regulation, you're going to impose quotas and so on. And so this is going to be a hindrance to the income of fishermen. At the same time, we, not in this study, we didn't do it, but in other complementary studies, we've observed that quite often fishermen might take action into their own hands and might self-impose in some way stricter measures for fishing. We've seen it, for example, in the town of Palamos in Spain, where in Palamos, actually, for years, they had this specific type of prawn, that is called Aristeus antonatus, and which brought lots of financial benefits to the fishing community. But since they were overfishing, they ended up depleting the fish stocks. So they took things into their own hands. They had a management plan for fisheries. They decided to fish a lot less, to use smaller boats, to use traditional techniques, as one does, for example, in a marine protected area. And this progressively allowed to let's say, have bigger stockfish, replenish the stockfish, also implement some accompanying measures from a cultural perspective. They created in the city of Palamos some festivals which brought lots of tourists. They also have a brand now for this specific prawn. So there's a whole economy behind it. Also, another study that give you some positive insights as to MPAs and fishing is one that we're finalizing right now, and which focuses on environmentally harmful subsidies. We're doing this research at Plan Bleu on environmentally harmful subsidies, including on fishing. And what we see is that depending on what type of financial tool you use, this could have a negative or a positive impact on sustainability and on fishing. For example, on fishing, you may find what we call capacity enhancing subsidies. These are negative because usually they lead to overfishing. For example, when you provide fuel tax breaks, or when you allow to fishermen to have bigger boats, all of these ultimately lead to depletion of fish stocks and only benefit very big fisheries, but not local communities. On the other hand, our research, especially for South Mediterranean fisheries, has shown that when you spend the same amount of money, but not on these types of subsidies, but you canalize it, you channel it for R&D, for the implementation of marine protected areas, for the development of traditional fishing practices, including in aquaculture, then you do not deplete your fish stocks, and you have a sustainable source of income for the communities, especially for the small ones, for the small local communities that are the majority of Mediterranean fishermen. So if I had to summarize all of that, MPAs can have a positive impact on fishermen's income, provided that you use the right tool and you use the right approach. Si je puis me permettre, Constantin, je m'introduis dans le champ des questions-réponses. À un moment donné, dans l'étude sur Bagot, tu cites l'intérêt des AMP en termes de séquestration carbone. Est-ce que tu peux nous dire sur quel prix du carbone se fondent ces estimations? Parce que c'est des estimations qui sont très liées au niveau du carbone. Selon qu'on dit qu'on est à 10 € la tonne ou 100 € la tonne, ce n'est pas tout à fait le même poids économique. Alors, concrètement, je vais devoir repartager mes slides. Donnez-moi 2 petites secondes. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Alors, nous utilisons... Attendez, je vais enlever ça. Nous utilisons la méthodologie suivante. C'est une méthodologie qui a été mise en place par un auteur qui s'appelle Campagne.
qui publie dans des revues à haut comité de lecture et qui est spécialiste notamment des AMP françaises et qui a calculé les bénéfices écosystémiques rendus par la Posidonie dans les fonds marins français. Et concernant la séquestration, donc les bénéfices écosystémiques rendus par 1 hectare de Posidonie, il ramène ça à 1 hectare de Posidonie. Donc, pour la séquestration carbone, il considère que 1 hectare de Posidonie peut apporter à peu près entre 7,7 et 230 euros par an, par hectare. Donc, il suffit de multiplier cette valeur par les 176 hectares de Posidonie de Bago qui sont maintenus, qu'ont pu nous confirmer d'ailleurs les responsables du port national de Port-Cros, pour inférer donc la valeur rendue en termes monétaires de la Posidonie. Donc, c'est concrètement utilisant ce multiplicateur-là. Ok, merci. Pauline, avant de reprendre les autres questions, comme on s'y était engagé, est-ce que tu peux montrer la carte que j'évoquais tout à l'heure, qu'on extrait du site de l'OFB, qui nous donne une vision pour ceux qui veulent en savoir plus, hein. Vraiment, ce site, il est très, très riche. Et ça vous donne en fait une vision monde des territoires français. Donc, vous voyez, la France, elle est partout présente, si je puis dire. Et puis, ça vous permet de focaliser sur telle ou telle zone du monde, notamment le bassin méditerranéen. Et ce que disait Antoine Lafitte tout à l'heure, voilà, on a différents types d'aires marines protégées, qui sont soit des parcs naturels marins, des zones Natura 2000, des parcs nationaux, comme le parc national de Port-Cros. Vous l'avez là, dans ces cartes-là. Alors, le problème de ces cartes, c'est qu'il faudrait les actualiser un peu, puisque c'est des données qui remontent à 2019. Sachez que des données du ministère de l'Environnement de février 2022, la France a passé le cap des 30% d'AMP, mais pas forcément en Méditerranée, puisque la France, elle a le réservoir des TAF, les terres australes et antarctiques françaises, elle a la Polynésie française, donc on a des réservoirs potentiels de zones protégées qui sont considérables. Mais sur la Méditerranée, en revanche, on a encore des efforts à faire pour protéger la Méditerranée, mais qui est évidemment beaucoup plus exposée, beaucoup plus peuplée, avec des pressions notamment de pêche, de tourisme beaucoup plus fortes. Voilà, donc vous pouvez vous reporter utilement au site de l'OFB pour approfondir la connaissance, mais ça permet un peu de territorialiser ce que Antoine Lafitte vous disait tout à l'heure. On reprend les questions-réponses, Pauline ? Alors, nous avons une question. Est-ce que vous avez suivi le débat de la CNDP française, la mer en débat, et dans l'affirmatif, que pensez-vous des orientations qui s'en dégagent concernant la Méditerranée en faveur de 1. Des zones de protection fortes dans la bande côtière, là où les enjeux et les pressions sont élevés en épaississant les aires protégées existantes, et des nouvelles zones de protection fortes au large, canyons en limite de plateau, Corse orientale et zones contestées avec l'Espagne. Constantin Tsakas. Oui, juste une petite réaction. C'est quelque chose qui ressort aussi de notre analyse et que l'on retrouve aussi dans la littérature, c'est que épaissir les aires marines protégées, finalement, permet une meilleure protection écologique, une meilleure interconnexion aussi entre les aires marines protégées. Et il y a aussi un grand nombre de débats sur la question, sur la possibilité de créer des réseaux d'AMP qui permettraient justement de mettre aussi en commun les différents moyens pour aller vers cet épaississement, pour aller vers cette interconnexion. Peut-être qu'Antoine, tu souhaites réagir également sur la question. Ou Robin, peut-être une réflexion. Oui, merci Constantin. Je pense que la France est engagée, et maintenant elle est exemplaire à l'échelle monde, dans une augmentation de son niveau d'AMP. Alors évidemment, il y a les AMP dans les zones plus faciles à couvrir que d'autres. La Méditerranée est une zone difficile à couvrir. C'est aussi pour ça que, avec le ministère de la Transition écologique, avec l'OFB, on fait ce type de manifestation pour sensibiliser. Je pense qu'on peut faire plus, mais c'est compliqué. Et il faut mobiliser différents ressorts qui ne sont pas que des ressorts juridiques, qui sont des ressorts de communication, qui sont des ressorts économiques. Donc oui, on suit cela, on voit les engagements français. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de passer des engagements à la réalité sur la Méditerranée. Il y a encore un peu de travail. Moi, je suis de ceux qui considèrent que la Méditerranée est en soi un espace d'exception, toute la Méditerranée.
D'une certaine façon, dans l'histoire du droit de l'environnement maritime, la Méditerranée a été en avance de phase avec cet objectif des 30-30, 30% d'AMP pour 2030, et que maintenant que le droit international nous a rattrapés, et que c'est ce qui est ressorti de la COP 15 de la Convention de Koenig-Montréal de décembre 2022, la Méditerranée, elle doit être au moins à la moyenne, si je puis dire. Mais c'est une mer extrêmement précieuse qui recèle quand même pratiquement 18% de la diversité biologique marine, donc sur lequel je pense qu'il faut faire un effort particulier. Il n'y a pas que les AMP dans la vie, hein. Soyez conscients aussi, c'était un peu évoqué par Clément Lavigne, que vous avez d'autres mesures de protection qui participent de la préservation de la biodiversité, notamment la grande faune marine, je pense aux grands cétacés. Sachez que dans le cadre de l'Organisation mondiale de la mer, l'OMI, dont le siège est à Londres, comme vous le savez, se développe en particulier en Méditerranée, au large des côtes espagnoles et marocaines, une grande zone méditerranéenne, enfin une grande zone maritime de protection de particulière vulnérabilité qui permet de ralentir aussi le trafic et de diminuer la vitesse des bateaux circulant en Méditerranée, parce que vous avez des problèmes de percussion, des grands cétacés par les paquebots, les ferries, les cargos. Donc, c'est d'autres systèmes de protection. Moi, je pense qu'il faut faire feu de tout bois pour essayer au moins d'arriver aux 30, qui sont maintenant la moyenne monde, et peut-être d'essayer de faire mieux. Et chacun, dans nos pratiques de la Méditerranée, quand on prend un bateau en fonction de sa vitesse, quand on fait des croisières, d'être conscient qu'on est sur un espace qui est extrêmement vulnérable et que toutes les communautés vivantes de Méditerranée, qu'elles soient animales ou végétales, sont en particulière sensibilité à cause du changement climatique, à cause des pollutions, mais en particulier à cause des pollutions et du changement climatique et d'une augmentation plus rapide que la moyenne terrestre de l'augmentation de la température de l'eau. Donc voilà, je pense qu'il y a encore des marges de progression très importantes sur le plan du droit, de son effectivité et sur le plan de nos pratiques. Et c'est l'affaire de tous. Matteo Fernandez avait une question. Nous prenons une question de Matteo Fernandez qui nous demande si une précision sur les niveaux de protection de Banyuls et de Porquerolles. Est-il possible de comparer les bénéfices estimés aux bénéfices avant la mise en place d'une AMP? Et une dernière question, quels sont les freins pour que la Méditerranée Sud soit autant dépourvue d'AMP, car les bénéfices sont assez importants par rapport aux coûts, donc cela pourrait créer un boom économique. Oui, alors... Oui, j'active mon micro. Oui, alors un petit commentaire sur cette question. Il est possible, dans une certaine mesure, de comparer les niveaux de protection entre Banyuls et Porquerolles. C'est ce que nous faisons dans l'étude, hein. Donc, le tableau que je vous ai montré permet de voir quels sont les bénéfices d'intérêt collectif à Cerbère-Banyuls et à Porquerolles. Et de manière similaire, on fait cet exercice pour les bénéfices sectoriels. Cela dit, gardons en tête que les mesures qui ont été mises en place ne sont pas exactement les mêmes dans les deux AMP. Notamment à Cerbère-Banyuls, si ma mémoire est bonne, ils ont mis en place 2 types de zones. Donc, vous avez ce qu'on appelle une zone intégrale, où là, vous avez une restriction totale, zéro accès, ce qui permet d'avoir un certain degré de protection totale sur le plan de la biodiversité. Mais il y a aussi une zone partielle, où là, c'est juste une réglementation qui est plus stricte par rapport à la plongée, par exemple. Au PNPC, la situation est un petit peu différente. Vous avez le cœur du parc dans lequel la pêche est interdite et quelques autres activités sont réglementées. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la zone adjacente, où vous avez un certain nombre de mesures. La taille aussi des 2 aires marines protégées n'est pas exactement la même et les secteurs concernés ne sont pas exactement les mêmes. Mais comme je l'ai souligné, ce qui importe, c'est de montrer comment l'ensemble des mesures créer cet écosystème favorable pour la protection de la biodiversité et pour engendrer aussi des bénéfices économiques qui apparaissent être plus grands au parc national de Porquerolles, mais le parc national de Porquerolles, bien évidemment, est aussi une aire marine protégée beaucoup plus grande qui attire un nombre de touristes particulièrement important. Merci. Nous allons prendre une question de Jean-Charles Lardier qui a une... Je vais ouvrir votre micro, qui a une question sur la gouvernance. Je réactive le son. Bonjour à tous, en particulier à Constantin Tsakas, que j'ai croisé, je crois, à quelques reprises.
Robin Degron a évoqué la dimension, dans son introduction, évoqué la dimension de la gouvernance, qui est pour moi déterminante pour permettre de mettre en œuvre et de gérer des aires marines protégées. Alors, je voulais plus vous donner une information, vous faire une proposition. En ma qualité de directeur de la mission Observatoire Prospective et Participation Citoyenne de la ville de Marseille, poste que j'occupais jusqu'à il y a un mois, j'ai piloté une étude de la ville qui a été financée par l'AFD et sur laquelle nous avons eu l'occasion de discuter avec le Plan Bleu, qui a réalisé un diagnostic de l'efficacité de la gouvernance des espaces maritimes, littoraux et marins sensibles dans l'aire marseillaise. Donc, je pense que c'est en plein dans le sujet et les conclusions de cette étude dont je dispose sont extrêmement édifiantes en termes de remise en question du millefeuille territorial français. Ces conclusions peuvent déboucher sur de nombreuses propositions, comme étendre le diagnostic que nous avons fait à la Méditerranée, notamment des pays du Sud, des villes du Sud qui seraient intéressées, échanger des bonnes pratiques de gouvernance et éventuellement déboucher. Ah, on a été coupé, Jean-Charles. Non, et notamment proposer, notamment en France, des évolutions institutionnelles, et ça qui pourrait être pris en charge justement par l'Institut de la transition juridique au titre duquel je peux dire que j'interviens aujourd'hui, qui a été créé pour réaliser un plaidoyer sur des évolutions du droit pour faciliter les transitions écologiques et sociétales. Donc, je suis à disposition du Plan Bleu pour, avec l'AFD, éventuellement continuer à travailler sur ce sujet si ça vous intéresse et si d'autres partenaires qui écoutent ici sont intéressés. Voilà. Merci Jean-Charles pour cette contribution. Là, on ouvrait la focale aujourd'hui dans ce rendez-vous du Plan Bleu sur la dimension socio-économique, mais évidemment, les questions de gouvernance sont importantes également. Il y a une question qui était aussi pendante dans le chat, une référence à un papier, donc Frontier, en anglais, sur la gouvernance et les déterminants de la qualité des AMP. Effectivement, il n'y a pas que les questions socio-économiques, hein, il y a les questions juridiques, il y a les questions de communication. Chaque pays a son droit et sa culture, et donc tout ça fait un patchwork à prendre en compte pour mettre en œuvre les AMP. Nous, ce qui nous semble, et c'est aussi une façon de répondre à une réflexion d'Orens Pasqueron de l'UNESCO, c'est que pour développer les AMP en Méditerranée, il faut faire feu de tout bois, mais il ne faut surtout pas oublier la dimension financière. Parce que surtout quand vous êtes au sud, vous télescopez très vite des usages notamment de pêche et de gens qui vivent de la pêche. Et si vous les limitez, si je puis dire, dans leur pêche, même si c'est pour reconstituer des stocks de poissons, il faut trouver des moyens financiers que ça soit acceptable. La dimension de l'accessibilité, j'allais dire, de la transition écologique et de la protection de l'environnement, elle prend tout son sens partout en Méditerranée, mais peut-être spécialement au sud. Il faut faire aussi très attention en ce moment, c'est une façon de tirer la sonnette d'alarme. On a récemment publié 2 papiers importants au Plan Bleu, là, il y a 2 semaines, sur la désalinisation en Méditerranée. Hein. Vous avez beaucoup de zones importantes en termes de biodiversité, d'écologie, qui sont sur les côtes, et c'est là que se développent beaucoup les usines de désalinisation. Et ça, pour le coup, c'est très vrai sur le bassin sud de la Méditerranée. Donc, il y a beaucoup de dangers, si je puis dire, qui pèsent sur les écosystèmes côtiers méditerranéens. Et voilà, il faut faire feu de tout bois. Donc, on prend bonne note de ta proposition, Jean-Charles. Et on va peut-être, parce que le temps passe, passer à d'autres questions, Pauline ? Oui, il nous reste à peu près 15 minutes. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, nous avons Orens de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Robin Degron a déjà répondu en partie à une des questions, mais je les repose. En termes de données environnementales et océanographiques, quels sont les besoins aujourd'hui des AMP en termes de données environnementales et océanographiques à l'échelle du bassin? Et au niveau des zones protégées, existe-t-il des protocoles standards pour le suivi, comme des mesures répétées, paramètres à mesurer, etc. Oui, quelques éléments de réponse. Alors, bien évidemment, comme l'a dit Robin, il faut garder en tête la dimension financement, hein, qui est très, très importante. Mais quand on va au-delà de ça, en termes de données, je pense qu'il est important d'effectuer une sorte de cartographie des habitats, notamment au
au sud de la Méditerranée, obtenir des données sur l'état de la biodiversité pour essayer d'avoir un point de départ d'une certaine manière pour voir ensuite où est-ce qu'on aurait un hotspot dans lequel il faudrait mettre en place une aire marine protégée. Concernant les protocoles, alors c'est sûr qu'il faut standardiser la surveillance de la biodiversité et être capable de mieux évaluer les impacts anthropiques. Et nous avons aussi différents réseaux qui permettent finalement de faire ce type d'exercice. À Marseille, par exemple, nous avons le réseau MEDPAN qui s'occupe des aires marines protégées, où vous avez des systèmes aussi européens comme EMODMED, par exemple, qui permettent de faire cela sur la pêche. Mais peut-être que notre directeur de l'Observatoire pourrait apporter quelques éléments supplémentaires sur cela. Merci pour la question. En plus de ce que tu as indiqué, Constantin, au niveau du bassin méditerranéen, il y a cette initiative qui date de quelques années maintenant, qui est l'approche basée sur les écosystèmes disons une décision régionale qui porte sur le monitoring, la surveillance intégrée. Dans cette approche par écosystème et dans ce monitoring intégré, il y a donc des objectifs écologiques qui sont définis et des indicateurs associés qui permettent de mesurer la bonne atteinte de la qualité de l'environnement, le bon état écologique. Et ces indicateurs sont effectivement communs aux pays, tous les pays de la Méditerranée. Ces indicateurs, je ne vais pas les énoncer maintenant, mais il y a des indicateurs qui permettent de suivre l'état des habitats, qui permettent de suivre l'état des pêcheries, pas seulement dans les aires marines protégées, mais au niveau de la Méditerranée dans son intégralité. Et il y a aussi des indicateurs, celui-ci est un indicateur candidat sur le bruit. Hein, ça a été évoqué par Robin Degron, la question de cette pollution, en plus des risques de percutage des mammifères marins par les navires. Donc voilà ce que je voulais dire en termes de protocole standardisé. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les aires marines protégées servent aussi de laboratoire pour les données, pas seulement des données d'observation pour enrichir la connaissance, mais sont aussi des lieux dans lesquels du monitoring, de la surveillance est en place. Donc effectivement, ces aires marines protégées, on a parlé aujourd'hui des coûts et bénéfices économiques, mais Constantin l'a un peu évoqué tout à l'heure, les bénéfices vont au-delà que des bénéfices économiques. Ils peuvent avoir d'autres bénéfices, ça a été évoqué, et en plus des bénéfices pour la science, notamment pour la surveillance de certains paramètres environnementaux. Voilà, il ne nous reste pas trop de temps, donc je suis bref. Merci Antoine Lafitte. On prend les 2 dernières questions, puis ensuite nous pourrons clôturer ce webinaire sur les AMP. La prochaine question, c'est: les aires marines protégées et l'aquaculture sont-ils compatibles sur le même territoire? Et tu peux faire la prochaine aussi, elles sont bien. Et la deuxième, pensez-vous que le concept de l'économie bleue va apporter de nouveaux arguments en faveur des AMP? Merci. En fait, la deuxième question apporte des éléments de réponse à la première. Donc, d'une certaine manière, je dirais que AMP et aquaculture peuvent, sous certaines conditions, être compatibles. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'une partie de l'AMP implémente une sorte de zone intégrale où il y a des restrictions complètes, tandis que dans une autre sous-zone, on a certaines activités économiques en lien avec l'aquaculture. Mais il faudrait bien évidemment que ce soit une aquaculture durable avec des techniques traditionnelles qui n'ont pas un impact négatif sur la biodiversité. Donc, c'est possible si c'est bien fait. Après, en ce qui concerne l'économie bleue, ce qui est certain, et c'est quelque chose qui avait été évoqué aussi dans l'une des questions précédentes, il faut pouvoir donner ce qu'on appelle en anglais les incentives. Il faut pouvoir donner des incitations. Parce que vous avez différents acteurs qui sont concernés. Vous avez des acteurs du tourisme, vous avez des restaurateurs, vous avez des hôtels qui vivent dans ces régions-là et qui ont besoin d'avoir une certaine source de revenus, qui ont besoin d'être rassurés aussi, qui comprennent bien évidemment, qui ont cette fibre environnementale, sociale, etc., mais qui ont besoin aussi d'avoir les moyens de subsister à leurs besoins. Donc, il faut pouvoir leur proposer les bonnes
les bonnes incitations. Et c'est ce que propose l'économie bleue avec le développement de différentes activités. À Palamos, par exemple, où ils ont pu appliquer une série de mesures beaucoup plus strictes sur la pêche, ils ont aussi en parallèle développé toute l'industrie culturelle avec le festival, avec des ateliers, etc., qui a finalement généré des nouvelles sources de revenus. Et c'est là où l'approche holistique, multipartenaire, en impliquant tous les différents acteurs qu'a souligné M. Lavigne, est, je pense, très, très importante. Merci. Et j'ajouterai pour notre auditeur qu'on parle maintenant plutôt d'économie bleue durable, Sustainable Blue Economy, pour bien dissocier l'exploitation des produits de la mer d'une exploitation durable des produits de la mer. Et pour que les exploitations soient durables, en tout cas par exemple pour les poissons, pour la pêche, il faut reconstituer les stocks, hein. Sinon on épuise. Donc il faut parfois des politiques courageuses, mais pour gérer sur le long terme notamment l'activité de pêche. Je pense en particulier, on a beaucoup parlé de la Méditerranée française, bien sûr, mais je pense en particulier aux pays du Sud où la question de la pêche est une question de survie, hein, pour la population en place. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore ce rendez-vous du Plan Bleu en vous disant qu'en fait, on clôt un cycle de 2 rendez-vous qui étaient dédiés à la biodiversité. Biodiversité terrestre, avec la Tour du Vala, les zones humides, et notre collègue Arnaud Théris. Biodiversité marine, avec les aires marines protégées, avec nos partenaires et amis de l'Institut océanographique de Monaco. Et puis l'expertise de Constantin de Saccas et d'Antoine Lafitte. Donc, on va terminer cette parenthèse biodiversité sur le chemin des vacances. Mais sachez qu'à la rentrée, nous reviendrons avec les rendez-vous du Plan Bleu sur une séquence qui sera cette fois-ci plus dédiée aux questions climatiques et de prospective, les deux étant intimement liés. Donc, à la rentrée, septembre-octobre, on verra ça, mais enfin, à la rentrée, on organisera un prochain rendez-vous du Plan Bleu qui sera le 3e de l'année 2024, qui sera dédié à un rapport du MEDEC. Le MEDEC, vous savez, c'est notre consortium de scientifiques qui, sur la base du volontariat et du bénévolat, font une synthèse des études concernant le climat et l'environnement sur la Méditerranée. Et à la rentrée, ils vont sortir un rapport très, très intéressant. On vous le communiquera en temps utile sur ce qu'on appelle le nexus WEFE, c'est-à-dire l'eau, l'interaction entre l'eau, l'environnement, l'agriculture, la nourriture et l'énergie. Et donc, on fera un rapport et un rendez-vous du Plan Bleu spécifiquement dédié à la valorisation de cet très important rapport. Et puis, il y aura un autre rendez-vous du Plan Bleu un peu plus tard sur un exercice de prospective qu'on appelle MED 2050, qui se conclut, si je puis dire, par un rapport qui va faire référence, je pense, pendant quelques années, puisque cet exercice de prospective à 2050 sur la Méditerranée, où on essaye, nous, Plan Bleu, avec nos partenaires, de tracer des chemins, des champs du possible pour la Méditerranée, et essayer de voir comment on peut faire en sorte que les meilleurs champs du possible se mettent en œuvre et d'éviter le pire, sachant qu'on est sous cette contrainte climatique très forte qui pèse maintenant très fortement sur les populations méditerranéennes comme sur les écosystèmes méditerranéens. Donc, ayez bien en tête ces éléments-là. Pour ce qui est d'aujourd'hui, on mettra aussi en ligne, vous le trouverez sur notre site, l'étude sur laquelle s'est appuyé Constantin de Saccas, hein, le cahier 22 du Plan Bleu dédié à l'évaluation socio-économique des aires marines protégées. Sachez que notre site, il regorge, j'allais dire, de ressources pour qui s'intéresse à la Méditerranée, à son environnement et à son développement durable. Avant de vous souhaiter de bonnes vacances, je voudrais saluer une dame de l'ombre. Vous l'avez entendu et un petit peu vu avec son t-shirt vert, c'est Pauline Simon, qui est notre responsable de communication et qui va bientôt avoir une nouvelle aventure professionnelle, qui va nous quitter à la rentrée, mais heureusement la continuité est assurée. Mais en tout cas, Pauline a beaucoup porté les rendez-vous du Plan Bleu et a été un élément très important de notre communication. Donc, à bientôt Pauline et bonnes vacances à toutes et tous. Au revoir. Au revoir, bonnes vacances à tous.